Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Schiffman de CNRS, Université Paris-Sud, qui va parler des opérateurs de Hecke pour les surfaces. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors, le plan de mon exposé, c'est 3 parties. Donc, première partie, je vais donner deux théorèmes de géométrie algébrique, disons de géométrie énumérative, qui sont en lien avec les surfaces. Et ensuite, dans la deuxième partie, je vais introduire une algèbre d'opérateurs de Hecke sur les surfaces. Et aussi introduire une algèbre de Lie, qu'on appelle l'algèbre de Lie BPS, pour le nom de 3 personnes qui ont des longs noms et que j'ai oubliés. Et enfin, je vais revenir au 1 et proposer des généralisations et des nouvelles démonstrations de 1. Voilà. OK. Donc, je commence par 2 théorèmes de géométrie énumérative. Donc, on va se fixer S, une surface projective, lisse, symplectique, sur C, donc une surface K3 ou abélienne. Et on va s'intéresser aux espaces de modules de faisceaux de fibrés vectoriels sur cette surface. Donc pour ça, on doit se donner une donnée qu'on appelle le vecteur de Mukai. Donc ça, c'est un rang, une première classe de Chern et une caractéristique de R. Donc ça, c'est un vecteur de Mukai. Donc ça, c'est la donnée, on va dire, combinatoire, discrète. Et puis, pour définir l'espace de module, j'ai aussi besoin de fixer un oméga ou un fibré en droite ample, une polarisation. Et pour que le théorème que je vais énoncer fonctionne, il faut prendre une polarisation générique par rapport au vecteur mu. Okay. Donc, de toute façon, la partie 2 marchera dans le cas d'une surface quelconque, et la partie 3 sera réduite au cas où S est T star, le fibré cotangent d'une courbe. Donc bon, peu importe si ça, c'est pas trop détaillé, disons. Et puis, à partir de ces données-là, on a un espace de module, ou plutôt un champ, de faisceaux cohérents sur la surface S, avec ces de rang donné par la première coordonnée, première classe de Chern et caractéristique de l'air. Donc ça, c'est, on va dire, le champ des faisceaux cohérents sur S, semi-stable, et de vecteurs de Mukai nus. OK. Alors, si le cas qui a été le plus étudié, c'est le cas où ce vecteur de Mukai est indivisible. Donc, c'est pas, ça ne peut pas être la classe de 2 fois un faisceau. Donc, si nu est indivisible, on dit aussi primitif, alors semi-stable et stable seront les mêmes notions. Et on a un espace de module de faisceau simple. Donc M nu semi-stable égale M nu stable, et c'est une GM gerbe au-dessus d'une vraie variété, M qui est lisse. Elle est lisse, elle est symplectique. Donc c'est ça qui était la motivation d'origine de Mukai pour considérer ce genre d'espace de module, parce que ça donne des nouvelles variétés symplectiques lisses. Et en plus, si la polarisation est générique, c'est même projectif. Voilà, donc comme ça, on peut fabriquer plein de jolis espaces de modules et de variétés symplectiques. Et la question qu'on peut se poser, donc, c'est qu'est-ce qu'on peut dire de la cohomologie
cohomologie de ce champ ou de cet espace de module lisse, dans le cas indivisible. Et donc le premier théorème décrit cette cohomologie, en tout cas donne une famille de générateurs pour cette cohomologie en termes des classes tautologiques du fibré universel. Donc je vais juste rappeler ce que c'est. Les classes de cohomologie tautologique sur le champ. Donc j'ai E nu peut-être, E nu, qui est le faisceau cohérent sur M nu SS croix S, donc le faisceau universel. Et puis, je peux tout simplement prendre les classes de Chern de ce faisceau et prendre les composantes de QNet de ces classes de Chern. Donc, pour tout gamma dans la cohomologie de S, toutes mes cohomologies sont coefficients complexes, disons. Je peux définir CI, et pour tout entier I, je peux définir CI gamma comme, on va dire, l'intégrale sur S de CI de E nu fois gamma. Voilà. Et ça, c'est un élément de la cohomologie de ce qui reste, de M nu semi-stable. Donc ça, c'est une manière standard de construire des classes de cohomologie sur des espaces de modules. Donc celles-là, elles sont, on va dire, faciles à définir en tout cas. Et le premier théorème, qui est un théorème dû à Eyal Markman, au début des années 2000, il nous dit que si nu est indivisible et oméga générique, de sorte que cette variété soit projective, alors l'ensemble des CI gamma engendre toute la cohomologie du champ. Voilà, donc dans le cas où c'est indivisible, où finalement on a juste une GM gerbe au-dessus d'une jolie variété lisse symplectique, on peut engendrer toute la cohomologie avec ces classes tautologiques. Alors évidemment, ça ne nous donne pas les relations. Donc ça, c'est un problème en général ouvert. Mais au moins, on a des générateurs. Alors, juste un petit mot sur la démonstration, très rapide. On remarque, la démo, elle se base sur une construction d'une résolution de la diagonale, comme ça. C'est une manière classique pour essayer d'engendrer la cohomologie en termes du faisceau universel, et plus précisément, ça se base sur le complexe R-homme, E nu, R-homme sur S. Et quand on regarde le homme 0, on voit qu'il est supporté sur la diagonale, précisément parce qu'on est dans un cas qui est indivisible. Donc on a des faisceaux simples. Dès qu'on va avoir des faisceaux qui seront strictement semi-stables, l'argument ne marche pas du tout. Et en fait, le théorème est faux. Voilà, donc c'est pour dire que indivisible est crucial. OK. Alors, le cas qui va plus m'intéresser, en tout cas pour l'instant, c'est le cas d'une surface qui n'est pas projective. C'est le cas d'une courbe locale, on va dire, suivant la terminologie. Donc, Markman avait déjà regardé aussi le cas des fibrés de Higgs. Sur une courbe. Donc, on suppose que S, c'est l'espace total du cotangent à une courbe, où C est projective lisse. Toujours, on est sur le nombre complexe. Alors, dans ce cas-là, on peut on ne peut pas considérer des espaces de modules de fibres vectorielles, parce que la surface n'est pas projective.
on peut quand même regarder des espaces de modules de faisceaux dont le support est de dimension 1 et dont le support est propre. Et donc, on obtient comme ça les fibrés de Higgs. Donc, le champ semi-stable ou pas des fibrés de Higgs. Donc, ça, c'est l'ensemble des F faisceaux cohérents sur S, tel que alors, le support de F est de dimension 1. Il est propre, au sens compact. Et puis, on va noter pi, la projection de S sur C, pi étoile en bas de F, est un fibré vectoriel de rang R et degré D. Et puis, on peut rajouter ou non la condition que F est semi-stable. Donc ici, il n'y a pas beaucoup de choix pour les conditions de stabilité, et on retrouve la condition de stabilité usuelle, encore rang sur degré, degré sur rang. Et, pardon ? Non, là, je prends R et D quelconque. Ouais. Ok, donc on a ça. Donc ça, c'est un champ, j'aurais peut-être dû le dire avant aussi. On a des champs algébriques qui sont singuliers, mais pas trop, parce que ce sont des espaces de modules de faisceaux sur des surfaces. Donc, ils ont une structure dérivée, et quand on tient compte de cette structure dérivée, ils sont quasi lisses. C'est-à-dire que le complexe tangent est un complexe parfait supporté en degrés -1, 0 et 1. Et donc, on peut quand même traiter ça presque comme si c'était lisse. Alors, le cas, donc, comme l'a fait remarquer Emmanuel, que les gens ont pu se regarder, exactement comme ici, c'est le cas où le vecteur de Mukai est indivisible, donc rang et degré premier entre eux. Comme je vais écrire ça très souvent, je vais juste mettre comme ça, RD égale à 1, ça voudra dire qu'ils sont premiers entre eux. Alors dans ce cas-là, ben, si je regarde le champ des semi-stables, c'est toujours une GM gerbe au-dessus d'un espace de module semi-stable qui est la même chose que le champ des stables. Et ça, c'est une jolie variété algébrique, symplectique. Maintenant, elle est uniquement quasi-projective. Et bon, bah, si vous avez suivi le cours de Bao Chao, évidemment que vous connaissez bien cet espace de modules. Et donc le deuxième théorème, non pas encore, pardon, la variante du premier théorème que je vais donner, c'est que bah, finalement on a aussi le théorème de génération en cohomologie par les classes tautologiques dans ce cas. Donc, théorème 1'. Alors, il avait été vérifié par Hausel et Thaddeus, au moins en rang 2, mais il me semble même en rang quelconque. Et puis, il y a une autre démonstration de Markman qui dit que bah, c'est pareil. Donc, encore une fois, si PGCD de R et D égale à 1, alors l'ensemble des classes tautologiques engendre la cohomologie du champ des semi-stables. Alors ici, pour définir les CI gamma, on prend toutes les composantes de QNet. On décompose suivant QNet et on prend les composantes. Ou alors on compactifie et on prend les mêmes définitions. Mais alors, bah, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cas semi-stable? Dans le cas strictement semi-stable. Donc pourquoi c'est intéressant? J'espère que ça apparaîtra, mais même sans parler d'algèbre de Lie, BPS ou de choses comme ça, on peut regarder des cas strictement semi-stables, d'espaces de modules de faisceaux, alors plutôt sur des surfaces K3, strictement semi-stables, qui seront singulières,
Et puis on peut essayer de résoudre les singularités et de construire comme ça des nouvelles familles intéressantes de variétés. Donc ça, c'est un jeu que pas mal de gens pratiquent dans la recherche d'espaces de modules intéressants. Ok, donc ça, c'était le premier théorème, génération de la cohomologie. Et le deuxième théorème, théorème 2, qui était, alors c'était une conjecture de Hausel et Tadeusz, et qui a été démontrée par une combinaison de travaux que j'ai fait il y a quelques années et qui ont été complétés par Anton Melit. Il dit la chose suivante, il dit pour toute R, pour tout rang R, bon, on va prendre plus grand ou égal à 1 quand même, pour tout D et D', tel que le PGCD de R et D est égal au PGCD de R et D' égal à 1, d'accord? Donc dans ce cas-là, on a eh bien, le polynôme de Poincaré de X semi-stable R D est égal au polynôme de Poincaré de X semi-stable R D'. Donc dans les cas où les deux espaces de modules sont lisses, ils ont même polynôme de Poincaré. Donc par exemple, même nombre de points sur un corps fini si on les regarde sur des corps finis. Donc ça, c'est un résultat de... Il y a pas mal d'exemples comme ça en géométrie énumérative sur les surfaces. On appelle ça les résultats de Ki-indépendance. Ok. Alors, comment ça a été démontré? Bah là, ils sont tous les deux premiers. Ils sont tous les deux primitifs. Mais par les variétés, quand tu passes par la polygologie modulaire, c'est... Son premier entre eux, ça c'est différemment pour les variétés de c'est pour R et D, premier entre eux. c'est la polygologie modélienne, donc c'est les variétés de caractères, donc c'est... Alors attends. Non, par exemple, ils ont le même nombre de points sur FQ. Ça, c'est pas évident. Et non, même ça, je pense que c'est pas automatique. Parce que ici, R et D, ça correspond à des variétés caractères avec des D qui sont différents, Ouais. des racines de l'unité différentes. Bon, non mais... alors, donc peut-être qu'on peut travailler du côté des variétés caractères. Mais en tout cas, la démonstration que je connais, c'est par un calcul. Calcul des deux côtés. Calcul des deux côtés, et en particulier, il n'existe pas de morphisme canonique entre l'espace de module X semi-stable RD et X semi-stable R D', qui permettrait d'obtenir ça directement. Et, pardon ? Quel est le sens de cette phrase ? Qui induisent un isomorphisme en cohomologie. Il n'existe pas de morphisme. Alors, le théorème, il est caché dans le canonique. Naturel, canonique, je ne sais pas. Il est des experts de morphisme canonique facile. Ouais. Il y en a peut-être. Ouais. Alors, la deuxième remarque, c'est que. Donc, ça, c'est des remarques. C'est que c'est faux pour Bunn
RD semi-stable. Mais c'est vrai et facile à montrer. C'est vrai et facile à montrer pour Bunn RD, sans la condition de semi-stabilité. Avec R égale 1. C'est faux en général. Non, mais c'est pas ici. R égale 1. Non, mais c'était pour la remarque là. Mais si dès qu'on va déprimer. Ah oui, sauf si il n'existe pas de morphisme canonique facile, sauf si D congru à D' mod R. Ouais. Auquel cas, on fait un produit tensoriel par un fibre en droite et ça nous donne un morphisme, une famille de morphismes. Alors, donc justement, comment on montre le théorème pour Bunn? On construit une correspondance à l'aide d'opérateurs de Hecke. Ça résume aussi toi le support. Et Toi le support à la N2. Ça donne ce genre de. de qui indépendance? Ah, peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Ouais, donc l'idée pour généraliser. L'idée pour généraliser 1 et 2, c'est d'utiliser des opérateurs de Hecke de modification ponctuelle. Généralisé sur les autres cas où R et D sont pas. Voilà, oui. Donc pour espérer relier par exemple fibré de X semi-stable R et D et fibré de X semi-stable R D', on a envie d'utiliser des modifications en des points pour faire une correspondance comme dans le cas de Bunn. Ouais. Ok, donc il y a deux problèmes. Il y a le problème de construire ces opérateurs de Hecke, comprendre une algèbre d'opérateurs de Hecke. Et deuxième problème, c'est faire agir cette algèbre d'opérateurs de Hecke sur la cohomologie des champs semi-stables. Voilà, donc ça, on va dire, c'est la motivation pour étudier ces algèbres d'opérateurs de Hecke. Donc, je vais parler d'algèbre de Hall cohomologique et algèbre de Lie BPS. Donc, on peut définir les algèbres de Hall cohomologiques, en tout cas, pour une surface quelconque. Donc, c'est ça que je vais regarder, même si après, ce sera plutôt. Ce qui va nous intéresser sera plutôt les cotangents aux courbes. Mais on va prendre S, une surface lisse sur C. Pas forcément symplectique, pas forcément projective. Et puis, je note corps S, ça va être le champ des faisceaux cohérents à support propre au sens compact, à support propre sur S. Donc il y a plein de composantes connexes qui dépendent il faut juste que ça soit à support propre. Donc si la surface S est projective, j'ai le droit d'avoir tout si je veux. Mais c'est vrai qu'on va plutôt regarder les choses supportées en des trucs de dimension 0. Donc corps 0S, ça c'est le champ des faisceaux à support de dimension 0.
Et les deux sont des champs, comme tout à l'heure, quasi lisses. Parce que ce sont des espaces de modules de faisceaux sur des surfaces. Et ils sont... alors celui-là, il a une décomposition suivant la longueur. Les composantes connexes sont paramétrisées par la longueur. Et pour une longueur fixée, c'est un champ de type fini. Et celui-là, il est juste localement de type fini. Et d'ailleurs, si on prend S égale à A2 et qu'on fixe la longueur n, on obtient exactement la variété commutante quotientée par GLN. Disons quand on oublie la structure dérivée. Alors, pour ce genre de champ, on peut parler d'homologie de Borel-Moore. Donc ça, c'est une théorie qui est un peu récente, mais donc développée par Adil Khan et puis plus récemment revisitée par Mauro Porta et Tony Yu. On peut définir pour ces champs dérivés, donc. On a besoin de la structure dérivée pour définir les opérations. Une catégorie de complexes constructibles. X avec les 6 opérations. Et en particulier, on peut définir l'homologie de Borel-Moore. Donc je ne l'écrirai pas, hein, mais c'est l'homologie de Borel-Moore de ces champs, toujours à valeur dans C. C'est, pardon ? Dérivés. Des champs dérivés. Oui, non, mais pourquoi dans le cas constructible, on voit la structure dérivée? On voit la structure dérivée quand on commence à faire des tirs en arrière. Par exemple, pour définir le morphisme de Gysin, ça va intervenir tout de suite. Oui, mais la cohomologie dépend pas de... La cohomologie elle-même, ça dépend que du tronqué. Ouais. Mais par contre, pour définir les opérations, on a besoin de la structure dérivée. Ok, donc maintenant qu'on a ce champ, on peut regarder les diagrammes d'extension qui permet de définir les opérateurs de Hecke. Disons l'algèbre des modifications élémentaires. Donc je regarde, c'est une correspondance entre deux copies de corps S et une copie de corps S. Et ici, on met, je vais noter corps tilde S, Q et P. Ce sont le champ qui paramétrise les inclusions d'un faisceau cohérent dans un autre. Donc ça, c'est l'ensemble des inclusions de F dans G. Et ici, j'oublie le sous-faisceau. Et ici, je me rappelle du sous-faisceau et du quotient. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme propriété ? Q, c'est un morphisme quasi lisse. Et une manière de voir ça, c'est de réaliser corps tilde S comme l'espace total du complexe R-homme entre les deux faisceaux tautologiques ici et ici. Donc j'ai epsilon 1, epsilon 2, R-homme sur S, et puis je shift par 1. En gros, ce qui m'intéresse, c'est le ext 1 modulo le homme, et le ext 2, il apparaît dans la structure dérivée. Donc en tout cas, ça c'est quasi lisse, et P est propre. P est propre parce que quand je regarde la fibre au-dessus d'un faisceau ici, c'est un schéma quote, et comme tous mes faisceaux sont un support propre, alors oui, donc pour que ce soit propre, il faudrait peut-être... Il y a ce truc sur une surface? Il y a, pardon? Non, mais sur une surface, le R-homme, c'est une surface lisse, donc le R-homme, il est en degré 0,2, ou moins 2, 0, moins 2, 0, et je shift par 1,
Ça me fait quelque chose dans le... C'est 0, 1, 2. 0, 1, 2, oui. Alors, P est propre, au moins quand je restreins sur chaque composante connexe. D'accord, ici, tel que je l'ai écrit, il y a une infinité de composantes connexes. Mais bon, quand je restreins sur chaque composante connexe, P est propre. Et les fibres, c'est les schémas quotes. OK, donc maintenant, comment on fait pour définir une algèbre, ce qu'on appelle l'algèbre de Hall cohomologique? Eh bien, j'utilise cette correspondance pour définir un produit. P, c'est dérivé, les fibres sont dérivées aussi? P, non, ça c'est C'est représentable. vraiment Ouais, ça c'est schématique. un schéma normal. Voilà, ça c'est schématique, il n'y a pas de structure ni dérivée ni champêtre. Par contre, ici, il y a les deux. Mais, donc, comment on définit une algèbre une fois qu'on a ça? Eh bien, donc on va définir H de S. Donc je prends l'homologie de Borel-Moore de corps de S avec un produit qui est donné par... alors comme ce morphisme est quasi lisse, je peux définir un tiré en arrière, mais ce tiré en arrière, c'est un morphisme de Gysin. Voilà, c'est un morphisme de Gysin raffiné parce que j'ai tenu compte de la structure dérivée. C'est-à-dire que je peux écrire ce morphisme-là comme la section nulle d'un fibré vectoriel au-dessus d'un complexe à deux termes. Et donc, ça, c'est pour les faisceaux cohérents. C'est, pardon? Non, là, c'est un espace de module de faisceau. Oui, mais après, tu fais un tiré en arrière. Après, je fais directement un tiré en arrière au niveau de l'homologie de Borel-Moore, qui provient d'un tiré en arrière dans cette catégorie. Mais voilà. Donc, grâce à ça, on peut définir un tiré en arrière et un poussé en avant. Et ça nous fait donc une espèce de multiplication. Et puis, à l'intérieur, j'ai une sous-algèbre, que je note H0, qui correspond au champ des faisceaux supportés sur des points, avec la même multiplication. C'est juste une sous-algèbre. Et donc le théorème, justement. Donc, alors, il y a pas mal de gens qui ont démontré des versions de plus en plus complètes de ce théorème. Donc la première version, c'est Mignette. Alors c'est pour H0 de T star d'une courbe. Voilà, donc à la fois uniquement les modifications de dimension 0 et dans le cas où c'est T star d'une courbe. Et puis on a étendu ça avec Francesco Sala pour toute l'homologie, tout le champ des faisceaux de Higgs. Sur une courbe, et puis finalement pour tout S par Kapranov et Vassereau. Et il y avait aussi un travail en K-théorie par Yu Zhao. Et pour finir, pour ceux qui aiment bien les catégories infinies, perf et les structures E, etc., il y a une version catégorique qui a l'avantage de pouvoir probablement se généraliser à des variétés de dimensions supérieures, mais c'est uniquement dans la catégorie des complexes parfaits de Porta et Sala. Donc il dit la chose suivante, voilà, tout ça pour dire que H0 de S est une algèbre associative et elle est graduée. Alors elle est graduée par un entier n, qui est le degré cohomologique, et le groupe de Grothendieck, on va dire, de S, ou disons la version numérique, l'ensemble des vecteurs de Mukai. Voilà, l'ensemble des vecteurs de Mukai. Voilà, donc la démonstration, on imagine un peu ce qu'il faut faire. Hein,
on compose de tels morphismes et de tels diagrammes, et puis il faut vérifier la compatibilité. Donc c'est quand même un peu complexe, et il y a un cadre général pour ça, qui a été développé par Dyckerhoff et Kapranov. Et c'est ce qu'on appelle les structures de De Segal. De Segal structure. Voilà, donc c'est une structure catégorique supérieure, on va dire, qui permet d'assurer qu'on a toutes les compatibilités, toutes les associativités d'ordre supérieur, etc. Et qu'on peut même définir ça au niveau des catégories, comme Portas Sala l'ont fait. Ok, alors, il y a une version plus compréhensible, on va dire, de cette algèbre, qui est obtenue quand j'ai choisi une pente. Donc je choisis une polarisation et une pente. Et donc, soit oméga une polarisation, donc un fibré en droite ample, et on choisit θ, une pente. Donc on peut remplacer corps S, on va dire, par, dans le sous-champ ouvert, des faisceaux S qui sont semi-stables et de pente θ. Donc ça, c'est les faisceaux semi-stables de pente θ. Et mais H de S, elle, c'est pas. H de S, pas de raison de trouver l'algèbre associative. Si. H de S, c'est 0 ou pas? Oui, c'est 0 ou pas. Ah, ok. H. Voilà, les deux. Ouais. Si. Ouais. Donc ça, c'est un sous-champ ouvert. C'est stable par extension. Donc je peux faire tout ce que j'ai fait. Celui-là, il est de type fini. Et donc, je peux faire tout ce que j'ai fait ici au niveau de ces sous-champs qui sont déjà un peu plus compréhensibles. Et par exemple, si je prends les fibrés de Higgs, si je prends S égale T star de C, je vais obtenir une algèbre de Hall cohomologique dans la cohomologie des champs semi-stables suivant une pente. Donc H, je vais noter H θ de S, c'est l'homologie de ces. J'oublie les oméga, munis du même produit. D'accord, ça, c'est aussi une algèbre associative. Et on a un morphisme de restriction de H de S là-dessus, qui est un morphisme d'algèbre. Ça, on voit que c'est un morphisme d'algèbre juste par changement de base ouvert. Voilà, donc on a cette algèbre qui est un peu horrible et très grosse, mais à chaque fois que je prends une pente, j'ai un morphisme vers cette algèbre qui est déjà plus compréhensible. Alors, donc, évidemment qu'on aimerait bien comprendre toutes ces algèbres et sous-algèbres, mais là, tel qu'on les définit, c'est juste des algèbres associatives dans les espaces vectoriels. Mais si tu veux avoir une structure dérivée et travailler directement là-dessus, tu peux. Mais sinon, c'est juste une algèbre associative. Ouais. Alors, donc les opérateurs de Hecke, les algèbres d'opérateurs de Hecke, c'est donc le H0S. Donc ça, c'est les modifications ponctuelles. Et on peut voir que ça agit sur, tout simplement par multiplication, sur H de S, mais a priori, bien sûr, pas sur H θ de S.
D'accord. Et puis, on peut aussi trouver plein d'actions sur des... À chaque fois qu'on a un sous-champ ouvert, par exemple, qui va être stable par extension, par modification élémentaire, on va avoir une action de l'opérateur de Hecke dessus. Par exemple, on peut prendre des faisceaux sans torsion, on peut prendre des faisceaux qui n'ont pas de partie de dimension 0. Voilà, donc il y a plusieurs manières de faire agir ces algèbres d'opérateurs de Hecke sur l'homologie de ces champs. Et donc le premier théorème que je vais donner, donc, qui est dû à Mignetz, Mélit, moi-même et Vassereau, donne la structure explicite de ces algèbres d'opérateurs de Hecke pour n'importe quelle surface. Donc, pour n'importe quelle surface, c'est une déformation. Donc, je ne vais pas être complètement précis, mais je vais dire H0 de S est une déformation explicite, c'est-à-dire qu'il y a des générateurs et il y a des relations quadratiques et cubiques. Je note ça U, H1, H2. Donc c'est une déformation de l'algèbre enveloppante d'une certaine algèbre de Lie, qu'on appelle W1 plus infini de S, où donc W1 plus infini de S, c'est l'algèbre de Lie engendrée par la cohomologie de S et des polynômes en deux variables, avec le crochet suivant, gamma x puissance a, y puissance b, eta x puissance a', y puissance b', égale, alors il y a le déterminant qui sort, ab' moins a'b, il y a le produit des deux classes, gamma eta, et puis il y a x puissance a plus a', y b plus b' moins 1. Donc ce moins 1, il est important. Donc on peut regarder ça un petit peu comme une espèce d'algèbre de Lie d'opérateurs différentiels. Donc on a ça. Et puis quels sont les paramètres de déformation ? H1, H2 sont des éléments qui sont dans la cohomologie de S. Et donc ils vont intervenir dans les présentations par multiplication. Et plus précisément, H1, c'est C1 carré moins C2. Et H2, c'est C1 fois la diagonale, quelque chose comme ça. Donc en tout cas, voilà, à déformation près, qui n'apparaissent pas, par exemple, quand on regarde T star d'une courbe, on a une présentation explicite de ces algèbres d'opérateurs de Hecke, qui donc vont agir sur ces espaces de modules, la cohomologie de ces champs. Mais pour l'instant, pas sur la partie semi-stable. Est-ce que, pardon ? Alors c'est gradué, c'est une algèbre graduée. Donc en degré 0, il y a juste C. Donc c'est une déformation de l'algèbre enveloppante. Donc dans l'algèbre enveloppante, il y a la partie degré 0, mais c'est tout. Ouais. Ok, alors maintenant on aimerait évidemment comprendre qu'est-ce qui se passe ici ou pour toute la surface, pour toute l'algèbre de Hall cohomologique. Alors pour ça, il y a des résultats qui sont en cours d'écriture. Donc, bon, ce qui suit dépend un petit peu de ces résultats, mais je vais quand même en parler. Donc structure de H de S. Oula, ça va vite. Alors, donc on va se restreindre à S égale T star de C, où C est de genre G. Et donc c'est ça le théorème en cours d'écriture, qui est dû à Davison. Enfin, il y a une partie qui est écrite, et une partie en cours d'écriture. Je vais écrire juste en cours d'écriture. Annoncé, mais en cours. Donc en deux parties. D'abord, pour tout état, il existe un coproduit cocommutatif delta, on va dire,
de H semi-stable, Hθ semi-stable dans Hθ semi-stable 2 fois. Donc c'est un coproduit cocommutatif et compatible avec le produit. Donc ça fait une bigèbre. Et puis on a le même résultat. On a le même résultat pour tout. Donc en fait ça c'est valable pas forcément sur S égale T star de C, quand on prend la partie semi-stable. Quand on prend tout, par contre, c'est valable que pour l'instant dans ce cas-là, avec des vraies obstructions. Donc il existe delta de H de S, pareil, compatible, etc. Et aussi cocommutatif. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On a une algèbre graduée, cocommutative, avec un coproduit cocommutatif, et donc c'est de l'algèbre enveloppante, une algèbre de Lie. Et donc, on en déduit qu'il existe une algèbre de Lie. Donc, on en déduit que H de S, c'est l'algèbre enveloppante d'une certaine algèbre de Lie. Donc, comme ici, je suis dans le cas T star de C, vecteur de Mukai, c'est une paire R et D. Donc, c'est GRD. On l'écrit comme ça, GRD crochet U. Le U, crochet U, il provient du fait qu'on travaille sur des GM gerbes, par exemple, au-dessus des lieux semi-stables. En tout cas, à la fois GRD, enfin, si j'enlève le U, c'est aussi une algèbre de Lie, et si je le mets, c'est encore une algèbre de Lie. Et on a aussi la partie semi-stable. C'est l'algèbre enveloppante. Donc là, maintenant, c'est selon une pente. D sur R égale θ. GRD semi-stable, crochet U, où G et Gθ, G semi-stable, sont des algèbres de Lie. Donc qu'on appelle algèbre de Lie BPS. Donc en gros, ce résultat qu'on a ici, en tout cas, le fait que dans certains cas, ça soit l'algèbre enveloppante d'une algèbre de Lie, c'est généralisé au cas de faisceaux de rang arbitraire sur T star de C. Dans ce cas-là, c'est bon. Et sinon, dans ce cas-là, il faut que ça soit Calabi-Yau. Ouais. Donc ça se généralise, on va dire, au cas de Calabi-Yau 2, mais... Et, pardon? Oui, c'est à partir du moment où c'est le terme de Milnor-Moore. À partir du moment où tu as une algèbre, une bigèbre avec un coproduit cocommutatif, c'est des conditions de finitude pas trop moches. Et vous attendez à ce que ça soit vrai pour n'importe quelle surface? Alors non. Au moins de Non, il faudra que ce soit 2 Calabi-Yau, symplectique. Donc ça, c'est vrai pour I. Dans le cas de Calabi-Yau, on s'attend à ce que ça soit vrai aussi ici, dans le cas de Calabi-Yau. Mais c'est pas possible que 2i soit vrai sans que i soit vrai. En tout cas, on s'attend à ce qu'il soit vrai dans les mêmes cas, mais... Ok, donc je vais faire un dessin, et après, je passerai aux énoncés qui vont vers la généralisation des théorèmes. Ouais. Et ce delta, il vient d'où? Enfin, pourquoi il existe? Il est vraiment difficile à construire. Donc pour le construire, on regarde la surface croix A1. Donc on se place en dimension 3. Et là, on réalise cet espace de cohomologie comme l'espace de cohomologie d'un certain cycle évanescent, d'une certaine fonction, d'un certain potentiel. Et encore, c'est localement en termes d'un carquois. Donc localement autour de cet espace de module, on va réaliser ça avec des
espaces de modules de représentation de Carquois avec potentiel. Donc cohomologie à valeur dans des cycles évanescents. Et on va regarder au-dessus d'un... Donc on va avoir un morphisme vers A1 naturel, et on va localiser au voisinage d'un point dans A1. Donc, bon, en tout cas, c'est compliqué. C'est compliqué. Moralement, c'est l'opération inverse. Mais... pourquoi on se dit qu'un tel coproduit devrait exister ? Alors, on sait identifier, dans le cas des Carquois, ces algèbres. Et on sait que ce sont des algèbres style groupe quantique, donc qui ont un coproduit. Okay. Et puis, il y a un théorème il y a une conjecture en général de Kontsevich-Zollman qui dit que les dimensions graduées de ces espaces-là se comportent comme l'algèbre enveloppante d'une algèbre de Lie. Donc on s'attend à ce qu'il y ait une algèbre de Lie pour ça aussi. Alors, donc je fais quand même mon dessin. Donc là, on est uniquement dans le cas S égale T star de C. Donc le vecteur de Mukai, j'en ai que 2. Il y a le rang et le degré. Et puis ici, donc en rang 0, j'ai cette algèbre H0 de S. Et si on veut, on a l'algèbre W1 plus infini de S. Et puis, le long de chaque pente, j'ai une algèbre semi-stable. Donc j'ai semi-stable. On va garder la pente, θ. Et puis, globalement, j'ai aussi une algèbre de Lie G, voilà, qui est une somme des GRD. Voilà, donc j'ai une algèbre de Lie le long de chaque pente et une algèbre de Lie globale qui sont censées me contrôler la cohomologie des espaces de modules de faisceaux sur la surface. Et ici, les fibrés de Higgs. Alors, donc il y a des conjectures et des résultats précis sur les dimensions graduées de ces algèbres, mais je ne vais pas en parler. Et le lien aussi avec les comptages de fonctions cuspidales sur les courbes sur les corps finis. Mais je vais juste mentionner un résultat. Non, je ne veux même pas le mentionner, celui-là, c'est pas grave. Donc je passe à la partie 3. Donc c'est, on revisite, on va dire, de théorème 1 et 2. C'est plutôt 1' et 2, parce qu'on est dans le cas des fibrés de Higgs. Donc c'est le théorème suivant. Donc c'est un théorème qui dépend du théorème de Davison et Davison-Kinjo. Donc c'est un théorème qui je mets dans le même théorème plusieurs résultats. Donc Davison, Encart, et avec Eric aussi. Alors, on suppose qu'on est en genre plus grand que 1. Et on va noter VRD, c'est l'ensemble des classes d'homologie, disons des cycles tautologiques. Donc c'est les classes d'homologie qu'on peut attraper en regardant l'action des classes tautologiques sur la classe fondamentale. Et gamma appliqué à la classe fondamentale de Higgs, RD. Donc ça, c'est inclus dans l'homologie de Higgs, RD. Alors, on a les choses suivantes. Donc d'abord, pour tout R et D, VRD, c'est égal à GRD crochet U. Donc les classes tautologiques correspondent précisément à cette algèbre de Lie BPS. Donc ça permet de construire l'algèbre de Lie BPS en termes de classes tautologiques. Et le deuxième point, c'est que pour tout R et D, il existe un élément U dans... non, ça c'est le... Non, pardon. C'est le troisième point.
Le deuxième point, c'est que pour tout R et D, la restriction, le morphisme de restriction de GRD à GRD semi-stable, c'est un isomorphisme. Donc, au niveau des algèbres de Lie, bah, finalement, G semi-stable, c'est juste la sous-algèbre de Lie, de GRD, où j'ai pris la partie en degrés. Donc, si je regarde l'algèbre enveloppante, bien sûr que ce n'est pas du tout vrai, parce que dans l'algèbre enveloppante, pour G RD, j'ai aussi le produit de classes qui serait voilà, somme sur des pentes différentes. Mais quand je regarde juste l'algèbre de Lie, juste les éléments primitifs, j'ai un isomorphisme. Et donc, si on réfléchit bien, ça, c'est un peu une généralisation du théorème de Markman. Parce que lorsque R et D sont premiers entre eux, donc j'aurais dû faire le dessin, voilà. Quand je regarde une pente fixée, donc l'algèbre de Lie, l'algèbre enveloppante de l'algèbre de Lie semi-stable, c'est l'homologie des champs de fibré de X semi-stable. C'est voilà, c'est l'homologie des champs de fibré de X semi-stable. Et donc, cette algèbre enveloppante semi-stable, ben, elle va s'écrire comme C plus, donc ça c'est en degré 0, on va dire, plus G, bon, il y a le crochet U aussi, plus G semi-stable, on va dire c'est le primitif, D, RD, R0, D0, crochet U, et puis ensuite j'ai des termes de rang plus grand, mais en tout cas, la première partie de cette algèbre enveloppante, c'est la même chose que l'homologie de X, R semi-stable, RD. Donc, juste pour des raisons numériques bêtes, la première partie ici de mon algèbre de Lie, c'est l'homologie du champ des fibrés de X stable, du coup, puisque R et D sont premiers entre eux. Et donc, dans ce cas-là, bah, je sais que les classes tautologiques engendrent précisément, c'est le théorème de Markman, l'homologie du champ des fibrés semi-stables. Et quand R et D ne sont plus premiers entre eux, bah, les classes tautologiques engendrent précisément cette algèbre de Lie. Voilà. Donc c'est généralisation du théorème de Markman. Et puis le troisième point, c'est qu'il existe un élément complètement explicite dans cette algèbre d'opérateurs de Hecke, tel que quand je fais l'action adjointe par cet élément, eh bien, ça me donne un isomorphisme entre GRD crochet U et GRD plus 1 crochet U. Tel que bah, pour tout R et D, on ait cet isomorphisme. Donc ça dit que bah, y a un opérateur de Hecke, il préserve l'algèbre de Lie, puisque globalement c'est une algèbre de Lie. Donc quand je fais le crochet, bah, ça reste dans l'algèbre de Lie. Donc il préserve cette algèbre de Lie. Il préserve les classes tautologiques, les cycles tautologiques. Et quand R et D sont premiers entre eux, bah, ça me donne l'homologie des champs de fibré de X stables. Et quand R et D ne sont pas premiers entre eux, bah, j'ai un isomorphisme quand même, mais vers cette algèbre de Lie. Voilà. Donc ça, c'est une généralisation de Tadeusz-Hausel. Alors, donc peut-être juste un corollaire. Et je vais arrêter. Peut-être juste une remarque. Bon, un corollaire et une remarque. Donc, corollaire. Ben, pour toute pente, pour tout état, on va dire égal D0 sur R0 avec R0 D0 primitif. Et ben, l'homologie de X semi-stable, on va dire L R0 D0, c'est égal à, ben, j'utilise juste le théorème de Poincaré Birkhoff-Witt, donc c'est isomorphe, il y a un isomorphisme canonique avec, alors comment je l'ai écrit, la somme pour toutes les compositions
non, les partitions, pardon. Partition de L de un produit tensoriel VR1 D1 tenseur VR lambda 1 R0 D0 V lambda S R0 D0 qui est donné par la multiplication dans cette algèbre semi-stable. D'accord, donc j'ai accès à toute l'homologie du champ des faisceaux de X semi-stable via le théorème de Poincaré-Birkhoff-Witt. Et je sais que la partie algèbre de Lie, c'est donné par des classes tautologiques. Et quand je fais le produit dans cette algèbre de Hall cohomologique, j'obtiens une description, une décomposition à la PBW de l'homologie de tout le champ des X semi-stable. Et juste pour terminer, une remarque. Grâce à ce résultat aussi, on obtient une action, on va dire canonique. Donc de cette algèbre W1 plus infini de T star de C sur la somme pour tous les D de l'homologie de fibré de X semi-stable R D, voilà, pour tout R. Mais cette action, c'est pas tout à fait comme par une correspondance de Hecke, parce qu'on est passé par cet isomorphisme ici. Donc si on essaie de comprendre ce qu'on a fait, on a fait la chose suivante. On a une classe qui est supportée sur le lieu semi-stable. Donc, à une classe C qui est dans l'homologie de X semi-stable RD. Je l'étends. Admettons que la classe C soit dans l'algèbre de Lie. Non, on va mettre plutôt comme ça. Donc j'ai une classe C ici. Je l'étends en une classe C tilde dans l'homologie de tout le champ. D'accord ? Et si je suis parti d'une classe qui était primitive, je l'étends en demandant que cette classe reste primitive. Donc on peut être primitif quand on restreint à l'homologie du champ semi-stable. C'est plus compliqué d'être primitif quand on est sur toute l'algèbre de Lie, sur tout le champ, pardon. Mais ce théorème il dit qu'il n'y a qu'une seule manière d'étendre cette classe pour qu'elle reste primitive. Et ensuite, en faisant des produits, on trouve une manière canonique d'étendre une classe du lieu semi-stable vers le lieu des fibrés de X. Et puis ici, j'ai mes opérateurs de Hecke, qui sont définis sans se soucier de la partie semi-stable. Donc je vois moi T appliqué à C tilde. Et ensuite, je restreins. Et donc là, j'ai vraiment mon action un petit peu bizarre, là, de T sur C, qui lui est dans l'homologie des fibrés de X semi-stable de nouveau. Voilà, donc c'est via ce résultat-là qu'on peut définir des opérateurs de Hecke qui agissent sur l'homologie des champs de fibrés de X semi-stable. Et donc on peut ensuite utiliser ces opérateurs de Hecke pour étudier cette homologie. Et je m'arrête, merci. Désolé d'avoir débordé.